Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour les deux intervenants, éventuellement? Alors, je sais pas par qui je commence, le général et Jacques ensuite. Non, à vous l'honneur. Parce que si vous permettez, moi, je vais juste vous poser une question, mais à titre personnel, non pas à titre de général, parce que c'est moi qui pose la question. Dans votre exposé, d'abord, il y a des points sur lesquels, ce que vous disiez sur l'armée, je n'y retrouve pas complètement. Parce que c'est sûr que dans les troupes de combat, on trouve moins de femmes. Dans les troupes de soutien, on trouve plus de femmes. Les théâtres d'opération, on trouve des deux. Par exemple, en opération Mon Plombier, c'est celle qui intervenait, surtout en Afrique, la plomberie était un peu déficiente, on va dire. C'était une femme, voilà, c'était un sergent féminin. Je ne me suis jamais posé la question si elle était compétente ou pas compétente. En tout cas, il n'y avait plus de fuite. Voilà. Donc ça, des témoignages comme ça, je peux me multiplier. Quant au débarquement, c'est sûr qu'après, il ne faut pas dire aux photos ce qu'elles n'ont pas. C'est-à-dire que les troupes d'assaut, mesdames, est-ce que ici, vous voulez débarquer en premier, avoir une chance de survie de, on va dire, de même pas 10%, quoi. Voilà. Donc ça, je ne sais pas, c'est une question c'est une question sexiste peut-être, mais c'est une question extrêmement réaliste. Voilà. Mais je vais vous poser la question, je vais vous laisser répondre, parce que je ne me permettrai pas de monopoliser ou d'être indélicat à votre égard. Ma question, c'est sur le respect. Parce que je pense que le point clé, c'est quand même une question de respect. En tout cas, dans les armées, c'est comme ça que, enfin, dans les unités que j'ai commandées ou dans les unités que je côtoie, le point clé, c'est le respect. Vous voyez, on peut admettre beaucoup de choses, sauf de blesser quelqu'un profondément dans ce qu'il croit ou dans sa façon d'agir, etc., à condition que ça soit quand même encadré. La loi rend libre, c'est-à-dire encadré par un règlement qui fixe ce qu'on peut faire et ne pas faire. Voilà, donc le respect. Donc vous voyez, par exemple, quand la loi dit maintenant ce qu'on doit respecter ou pas respecter, vous parlez par exemple de la liberté d'expression. Voilà. Donc c'est pas une question de respect, là, au sens profond du terme, c'est-à-dire humain du terme. J'ai une personne en face de moi, je la considère vraiment dans sa plénitude de personne, même si elle pense complètement à l'inverse de moi. Et à ce moment-là, moi, je suis capable de ne pas ni la provoquer, ou de ne pas lui dire une chose que je voudrais lui dire, ou de me taire, ou de lui rendre un service qui demanderait. Et si je pousse le raisonnement jusqu'au bout, par exemple dans les armées aujourd'hui, je pousse vraiment le trait jusqu'au bout du respect, vous allez voir. C'est-à-dire, vous prenez un musulman pratiquant, qui dit sa prière dans une chambre. Le groupe ne dit rien. Parce qu'en fait, le type est parfaitement intégré, il a un bon esprit, il cotise aux valeurs collectives du groupe dont je parlais tout à l'heure. Ça ne remonte jamais au niveau du commandement, il ne va rien se passer. Personne ne va aller intervenir. Pareil, si c'est un catholique, un protestant ou un juif, etc., qui fait ça. Parce que c'est la valeur du respect qui va être fondamentale, et ce respect va nous permettre d'avoir une valeur collective plus forte. Voilà. Dans les cas que vous présentez, on voit toujours droit, 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 mais jamais le mot respect. Et c'est un peu dommage. Donc je vous laisse me dire ce que vous vouliez me dire. Mais... Alors, j'ai employé le mot droit parce que c'est celui qui est dans les programmes. Ceci étant, je tiens à dire que, bon, d'une part, l'armée est au contraire vraiment elle n'est pas en cause du tout. Moins encore actuellement que certains stéréotypes véhiculés par la société. J'ai installé, il se trouve que c'est comme ça, 2 classes de cadets dans l'Aude, l'une à Carcassonne, l'autre à Narbonne. Les 2 sont mixtes, les filles ont été parfaitement intégrées. Et quand on parle de droit, c'est bien pour insister que le fait que nous soyons égaux en droit ne veut pas dire que nous sommes identiques. Je ne prétends pas du tout avoir la force physique. Et j'insiste bien quand je l'explique aux élèves. Il ne s'agit pas nous ne sommes pas identiques, mais nous sommes égaux en droit. Et c'est là qu'il faut combattre les stéréotypes, parce que pour le coup, il y a un non-respect, et il y a de la discrimination. Quand on interroge davantage les garçons que les filles, quand on fait ranger des enfants en fonction du sexe, quand on refuse que des garçons fassent de la musique ou du théâtre ou de l'histoire, et à l'inverse que des filles, voilà. Là, je pense qu'on a quand même... Et la loi, j'ai aussi employé le mot de droit parce que je pense qu'on va vers du mieux.
La société a quand même, il faut être positif, la loi est allée dans le bon sens. On va vers du mieux. L'égalité des droits, on n'y est pas. On n'y est pas. C'est pour ça qu'on tend vers cette valeur. On n'y est pas. Mais on va vers du mieux. On va vers du mieux. Moi, j'ai 54 ans. Je me plais à le raconter. Quand j'ai passé le concours de Normal Sup en 81, j'ai eu de meilleures notes que mon ex-mari. J'ai été collée, il a été reçu. Nous avons les 2 papiers. Et on a le total des points. Candidat recalé, candidat admis. C'est tout. Le concours n'était pas mixte. Et puis, il s'est produit comme ça 2 ou 3 fois, ce genre de choses. Donc, on va vers du mieux. Parce qu'aujourd'hui, ce genre d'injustice n'existe plus. Donc, il ne s'agit pas de dire aux élèves que... je parle de droit parce qu'il faut que les élèves comprennent qu'avec un engagement, qu'en faisant des lettres, qu'en écrivant à leurs élus, qu'on peut faire... Les lois ne sont pas figées dans le marbre. Une loi évolue. On peut améliorer les choses. Une valeur, c'est un idéal vers lequel on tend. Il y avait une autre question, Jacques, tu voulais... En fait, ma question a été un peu écornée par l'intervention du général. C'était à propos du débarquement. J'ai trouvé que votre image était contre-productive. Parce que ces jeunes filles, elles ont l'air d'aller en vacances. Il est facile de trouver des images. Je côtoie tous les jours dans mon école des femmes pilotes de chasse. Et si je voulais pousser le paradoxe, pas le paradoxe, mais l'image jusqu'au bout, je dirais ces filles ont du sang sur les mains. Donc on peut trouver des images qui montrent effectivement que les filles peuvent faire au moins aussi bien que les garçons et ont des métiers qui sont les mêmes que ceux des garçons, même dans les cas extrêmes. Encore une fois, une pilote de chasse, bon. Mais là, votre image, je suis désolé, mais si vous voulez démontrer qu'une fille peut débarquer sous le feu, c'est certainement pas cette image-là qu'il faut montrer. D'abord, on dirait pas la Normandie. Non mais... Oui. Il n'y en a pas beaucoup des photos de femmes. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions à un de nos intervenants? Alors, monsieur. Bon, madame, je voudrais vous encourager à continuer le travail que vous faites. C'est pour ça que je vais me permettre de vous proposer quelques pistes qui me sont venues à l'esprit. Pour ma part, je ne trouve pas convaincant d'étaler des statistiques où on montre ici qu'il y a X% d'hommes ou X% de femmes. Je crois que ce n'est pas une bonne façon de prendre le problème. Par contre, quand vous dites que les concours doivent être mixtes et que chacun doit réussir, je suis d'accord. Et en matière de rémunération, je voudrais rappeler que la fonction publique, on est rémunéré sur un point d'indice et que dans la mesure où hommes et femmes ont passé le même concours, il y a les mêmes rémunérations. Donc c'est peut-être ça qu'il faut généraliser. Mais ce qui me paraît manquer dans l'outil pédagogique que vous avez présenté, c'est finalement tout ce qui met en valeur la supériorité de la femme. Ceux d'entre nous qui ont fait le stage, la visite de Collioure au mois de juin dernier, dans le cadre du Trinôme, ont appris avec grand intérêt que les femmes étaient considérées comme beaucoup plus résistantes que les hommes, en raison de leur morphologie, et que finalement, elles pouvaient être de bien meilleurs commandos. Et je regrette dans votre exposé, moi j'aurais préféré voir Iliane Joliot-Curie, dont l'action est universellement approuvée à celle de Simone Veil, qui peut peut-être encore être controversée. Et il y a dans l'histoire bien d'autres femmes qui ont marqué l'histoire et qui ont fait ce qu'elles ont voulu. Parce que je vous avouerai, quitte à tomber dans le travers que vous dénoncez, moi, je me demande, je suis persuadé que celui qui voudrait se permettre d'empêcher une femme de faire ce qu'elle veut, eh bien, il n'est pas encore né. Ceci pour dire que il faut peut-être davantage insister sur les aptitudes et les vocations des personnes. Quelqu'un qui ne comprend rien en mathématiques n'ira pas faire un professeur de maths qui soit homme ou femme. Et je crois que c'est ça le fondement fort de la pédagogique, parce qu'expliquer qu'un garçon à un certain âge est comme une fille, vous allez avoir du mal à les convaincre. Mais si vous leur dites qu'elles n'ont pas les mêmes qualités, qu'elles peuvent faire des choses différentes, et comme vous l'avez dit justement à l'instant, ça m'a fait plaisir, finalement tout ça, ça génère les mêmes droits, parce que toutes les aptitudes des personnes humaines sont complémentaires, là, vous avez, me semble-t-il, un discours plus fort, et il me serait agréable que vous puissiez l'intégrer.
Bon, encore une fois, tout ceci est basé sur le site de l'Observatoire des inégalités. C'était pour que les élèves puissent travailler en autonomie et constatent par eux-mêmes qu'il y a inégalité. Car ces inégalités, elles ne sont pas aussi visibles. Vous prenez l'exemple de la fonction publique. Bien, voilà, je suis professeur de la fonction publique. Quand j'ai passé l'agrégation en 1982, oui, 82, à l'écrit, j'ai eu des notes vraiment très bonnes. Et à l'oral, bon, j'étais beaucoup plus jeune, hein. J'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus mince, beaucoup plus jeune. Et on m'a dit, vous reviendrez l'année prochaine, mon petit. Je ne sais pas si on aurait dit à un candidat masculin, vous reviendrez l'année prochaine, mon petit. Je pense qu'aujourd'hui, c'est fini. Je pense qu'aujourd'hui, les choses se sont beaucoup améliorées. Mais j'avais Madame Gauvard à la Sorbonne qui m'avait regardée. Et moi, je pensais qu'elle se trompait, que c'était le combat de ma mère, et j'en souriais. Elle me disait, oh là là, mon petit, mais à l'oral, vous allez vous faire laminer. Parce que j'étais pas assez, je ne sais pas. Bon, je pense que même dans la fonction publique, ces inégalités ont perduré. Encore de nos jours. Je le crois vraiment. Donc, on peut en sourire entre nous, mais ces inégalités sont réelles, elles font souffrir des petites filles, elles font souffrir des jeunes filles, et à mon sens, les enseignants doivent intégrer ce fait. Dernièrement, nous avions, alors je crois qu'elle a quitté la salle, qu'elle n'est plus là, une collègue a présenté les publicités, les inégalités et les stéréotypes véhiculés par les publicités. C'est épouvantable. C'est absolument épouvantable. Donc, pour l'instant, ces stéréotypes sont encore réels. Ils divisent, ils créent de la souffrance. Et si on parle de respect, alors là, il y a vraiment non-respect de la dignité de la personne de temps en temps qui est vraiment épouvantable. Je vais répondre à la question sur les femmes à la Légion. Oui, bien sûr. Voilà, bon, c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est les femmes à la Légion. Alors, il y en a, il y a des femmes à la Légion, mais elles sont officiers ou sous-officiers à des postes de cadre. Voilà. Dans le processus de sélection, nous avons trois médecins, donc grade de commandant féminin, qui sélectionnent les légionnaires, voilà, sur leur aptitude physique, et dont une qui est dentiste. Et toujours dans le processus de sélection, nous avons un lieutenant qui est psychologue, et donc qui fait les entretiens ayant trait à la psychologie avec les candidats. Voilà. Donc moi, je suis très content, parce que quand un candidat ne veut pas serrer la main du lieutenant féminin, voilà, donc on ne le prend pas. Voilà. Quand il refuse de la regarder dans les yeux ou qu'il a un comportement bizarre, ce candidat, on ne le prend pas. Et ensuite, on fait une commission avec le médecin, avec le lieutenant psychologue, le chef de la DRH, le chef de la sécurité, et puis un capitaine qui a encadré le légionnaire. Et le lieutenant féminin me dit, non, lui, mon colonel, il ne faut pas le prendre. Voilà. Et donc, je fais confiance totalement au lieutenant féminin. C'est l'experte dans ce domaine, donc si elle me dit qu'il ne faut pas le prendre, je ne le prends pas. Voilà. Et en plus, les feuilles de solde dans l'armée sont les mêmes, qu'on soit masculin ou féminin. Un lieutenant est soldé sur le même indice. Donc l'égalité, au moins financière, on en est sûr. Voilà. Et sinon, pourquoi on ne prend pas de militaires du rang légionnaire ? On voit ici en France, on a un stéréotype. Hein, c'est la femme à la cuisine et l'homme au garage. Peut-être qu'au Népal, ou au Tadjikistan, ou en Chine, ou au Maroc, ou en Asie, c'est différent. Alors déjà, on a du mal, voilà, à gérer 150 nationalités. Si on rajoute derrière 150 femmes d'une autre nationalité avec des stéréotypes que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, bon, ce sera quelque chose, mais ce n'est plus la Légion étrangère. Et la finalité, c'est plus d'aller au combat, quoi. C'est de faire de la mixité, quoi. Mais c'est international. Voilà. Là, ma réponse sur la Légion.
Je crois que j'avais une autre question, mais avant de passer le micro, juste rappeler, parce que vous parliez de la visite à Collioure l'année dernière. Moi, à propos de cette affaire homme-femme, il y a quelque chose que j'avais retenu du commandant qui nous avait reçus. Il nous avait dit, ici, dans l'entraînement commando, c'est assez simple. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des soldats. Voilà. Et je crois que c'est aussi intéressant de rappeler que dans le milieu professionnel, l'important, c'est quand même la fonction, c'est quand même d'abord la compétence, hein, et que les choses peuvent aussi, un homme comme une femme peut démontrer sa compétence ou son incompétence. Et c'est là-dessus que les choses devraient, qu'on devrait se baser. Je crois que j'avais vu une dernière question. Bonjour à tous et à toutes. Je m'étais promis de ne pas intervenir pour la première fois parce que je ne voulais pas inaugurer ma première venue en faisant du fracas. Je ne voudrais pas lancer de polémique ni engager de débats intempestifs. Je voudrais simplement remercier mes généraux et leur dire que... et merci madame, parce que je croyais jusqu'à maintenant, sans vouloir manquer de respect à notre institution, que nous étions encore, pardonnez-moi du terme un peu vulgaire, les vieux de la vieille et toujours en retard par rapport à notre siècle. Et je m'aperçois, à la lumière de ce que madame venait annoncer, que tout compte fait, notre institution n'est pas si en retard que ça. D'abord, merci pour le salaire et pour l'avancement et pour les postes de responsabilité. Merci camarades. Effectivement, nos fiches de solde, comme nous l'appelons, ou nos fiches de paye, comme vous voulez, ne font pas de distinction aucun entre hommes et femmes, ni le concours de l'école d'entrée de Saint-Cyr ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes, ni les concours de sous-officiers, ni même l'avancement, bien sûr. Ceci étant dit, très récemment, nous avons actuellement dans notre institution, dans les régiments, un officier dit de mixité qui est chargé justement de veiller à la parité entre hommes et femmes, et que les femmes ne soient pas traitées de petits, d'autres noms d'oiseaux, ou qui pourraient être affectifs pour certains, mais vexatoires pour d'autres. C'est bien un souci que nous avons pris en compte. Et tout à l'heure, vous parliez de Collioure et de ce fameux stage commando. J'ai été instructeur commando, et j'aurais tendance à vous dire, celui qui vous a dit qu'on n'avait que des soldats est bien sympa, parce que moi, je vous dirais, on n'a que des obstacles. À vous, hommes ou femmes, de passer ces obstacles avec votre puissance. Nous avons aussi des critères de sélection et d'aptitude de service dans nos armées qui se font annuellement. Et là encore, on n'a pas d'hommes et de femmes. Il y a des critères, il faut les passer. Ceux qui ne les passent pas ne sont pas reconnus comme aptes au service. Ceux qui les passent, ils ont 1 an pour s'entraîner et les réussir. Et s'ils les réussissent, ma foi, c'est qu'ils sont dans le contrat. Je pense que ce sont des points très importants. Je ne vous laisserai pas sans vous laisser un petit thème de réflexion. Il est un peu bizarre, je vous le reconnais, parce que je suis issu de la France expatriée, donc j'ai vécu beaucoup à l'étranger, et je trouve, pardonnez-moi, avec tout le respect que je dois aux uns et aux unes, que nous faisons peut-être, nous accrochons à des détails ou à des polémiques qui suscitent justement la polémique et pas l'essentiel concernant l'égalité des hommes et des femmes. Dois-je vous rappeler que dans certaines sociétés, pas très loin de chez nous, le matriarcat est encore très puissant. Ce sont les femmes qui gouvernent, c'est les femmes qui décident, et c'est les hommes, pardon messieurs, j'en fais partie, qui exécutons. Ne dit-on pas communément dans notre société aussi, ce que femme veut, Dieu le veut? Et ce n'est pas un mot comme ça par hasard. Je sais en tous les cas que chez moi, et je l'ai reconnu ouvertement devant mes subordonnés, que je ne peux pas être commandeur partout. Je commande peut-être à l'armée, mais pas à la maison. Est-ce que c'est une honte de le reconnaître? Je ne pense pas, parce que celui qui veut la paix chez soi, a la paix dans la vie, je crois. Et vous, les femmes, vous êtes un facteur de paix indéniable. Et enfin, parce que je suis d'expertise monde arabo-musulman, je peux vous dire que ce qui me choque, pardon, encore une fois, sans vouloir vous brusquer, dans la mentalité ou dans le combat français, c'est cette notion qu'on véhicule communément pour les pays arabes qui disent que oui, mais ils n'ont aucun respect pour les femmes. Dois-je vous encourager à aller regarder l'histoire et voir, encore plus qu'en France, dans les pays arabes, combien derrière chaque homme prestigieux arabo-musulman, il y avait une femme qui est commandée. Simplement, elle savait flatter le côté macho pour faire accepter et le faire obliger, en fait, de faire ce qu'elle, au fond, elle le voulait. Et je pense que là, vous avez une puissance sous-marinière, je dirais,
qui est beaucoup plus influente et beaucoup plus forte que nous les hommes qui sommes pleins de testostérone et qui aimons la confrontation directe et qui est beaucoup plus fin que dans les relations entre autrui que nous-mêmes. Et dernier terme, on parlait d'assaut, et là ça sera vraiment ma conclusion. J'ai entendu une personne ici qui disait, lorsque le général disait, combien parmi vous, mesdames, êtes-vous prêtes à monter à l'assaut sur quand même un beach qui n'était pas prêt, les gens qui débarquaient, les boys qui débarquaient, ils n'étaient pas sûrs d'en sortir, quoi. Et pourtant, ils ont été. On retrouve la fameuse notion de fidélité du colonel Natchez. Mais, et le général a posé, combien de femmes êtes-vous prêtes à le faire? Je ne veux pas dire par là que les femmes, vous n'êtes pas prêtes à le faire. Je vais vous donner 2 exemples avant de passer à mon idée. Je prends l'exemple de Saddam Hussein, de Kadhafi. Bien sûr, ce n'est pas un libéral ni un démocrate, mais je vous rappelle qu'il avait une garde prétorienne faite exclusivement de femmes. On les appelait les Amazones de Libye. Et deuxièmement, je veux faire allusion aux femmes militaires de l'armée israélienne qui sont réputées et reconnues, y compris par nous, armée française, comme étant les plus dures qui puissent exister dans le monde entier. Je ne veux pas faire allusion non plus aux femmes asiatiques qui, pendant les guerres d'Indochine et autres, ont été beaucoup plus dures vis-à-vis de nous et de leurs ennemis, et farouchement dures pour défendre leur territoire que nous les hommes. Pourquoi ? Je n'ai malheureusement qu'une explication qui est pauvre, certes, et réductrice, mais je vous laisserai à vous, mesdames, d'y réfléchir un peu plus. Je pense, moi, au fond de moi-même, que le secret n'est pas loin. C'est parce que vous avez un avantage par rapport à nous, c'est que vous êtes matrice. Nous, on n'est pas porteurs de vie. Vous êtes porteuses de vie. Donc, vous savez ce que c'est concevoir, vous savez ce que c'est endurer, vous savez ce que c'est souffrir pour amener à la vie. Nous, on sait souffrir pour sauvegarder une vie, mais on ne sait pas créer une vie. Je pense que là, en ça, la concurrence n'est même pas possible entre nous, les hommes, et vous, les femmes. Bravo aux femmes, même si ce n'est pas le journée de la femme. Hein, mais je pense que nul mieux que vous ne pourront défendre la cause de la femme. Nous, on ne fait que subir. Voilà, merci.